Bonsoir et bienvenue dans cette salle liard. Je vais demander tout de suite à nos invités de nous rejoindre. On va faire les choses d'une façon tout à fait informelle. Monsieur Théodet, Gaëtan Chapelle, Véronique Naoum-Grapp, je vais vous les présenter. C'est eux qui vont répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle peut-être d'abord l'intitulé de ce débat. L'école peut-elle tout résoudre ? Un sujet qui nous amènera bien sûr à nous questionner sur le rôle de l'école en 2006. Quelle est sa mission? Quelle est celle des enseignants? Quelle est l'attente des parents? Quelles sont aussi les pistes de réflexion pour essayer d'améliorer cette école? Donc je vais vous présenter nos invités si vous ne les connaissez pas encore. Gaëtan Chapelle, vous êtes docteur en psychologie. Vous êtes chercheur associé du Centre de recherche sur la formation du Conservatoire national des arts et métiers. Vous dirigez une collection Apprendre aux presses universitaires de France. Et vous avez co-signé par exemple avec Denis Meuret un ouvrage publié chez PUF intitulé « Améliorer l'école ». Donc sujet ambitieux. Véronique Naoum-Grapp, vous êtes anthropologue. Et vous êtes chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Enfin, à ma droite, Monsieur Théodet, vous êtes proviseur du lycée Auguste Blanqui, c'est à Saint-Ouen. C'est une zone sensible, zone violente. Vous êtes également conseiller municipal de la ville de Montreuil. Voilà, vous avez un peu le cadre pour chacun de nos invités. Ce débat a été préparé, comme tous les débats de la Cité de la Réussite, par des étudiants. Les étudiants qui sont avec nous ce soir, l'EM Lyon, l'ESCP, l'ISEG et Supélec. Vous avez préparé des questions, on va les entendre dans quelques instants. Vous connaissez le principe dans la salle, vous pouvez questionner à tout moment également nos invités. J'ai envie de vous interroger peut-être pour introduire le débat sur l'intitulé lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez entendu cet intitulé? L'école peut-elle tout résoudre? J'imagine que vous allez apporter certains bémols. Comment vous l'entendez dès le départ? Madame Chapelle, l'école peut-elle tout résoudre? Alors, la question, évidemment, amène à un non retentissant. Oui, le tout, c'est trop. Voilà, le tout est bien sûr en trop. Moi, j'ai envie de retourner la question un petit peu et de dire, peut-on tout résoudre à l'école? C'est-à-dire, je pense qu'une des questions qui est largement posée aujourd'hui, c'est que faire de cette école, institution très ancienne, qui a peine à remplir ses missions multiples et variées, et dont on attend à la fois énormément, tout en l'accusant de ne pas atteindre ses objectifs. Vous qui avez travaillé longuement sur améliorer l'école, vous dites qu'elle a peine à remplir ses missions. Est-ce que c'est un débat très ancien ou est-ce qu'il vous paraît avoir une vraie acuité aujourd'hui? Alors, depuis longtemps, comme la question est posée par les étudiants, la première mission de l'école a été de former des citoyens, de permettre à la société de se reproduire d'une certaine manière. Depuis quelques décennies, d'autres missions se sont ajoutées à celle-là. Il y a une mission d'égalité des chances, c'est-à-dire de réduire les inégalités sociales. Et il y a une troisième mission qui est présente encore plus depuis quelques décennies, même peut-être 2 décennies, qui est l'épanouissement individuel. Ce qui fait que ça fait 3 missions bien difficiles à mener de front, sans que l'une soit contradictoire avec l'autre. Bien souvent, lorsqu'on veut favoriser l'épanouissement individuel, on est obligé d'accepter une différenciation des élèves entre eux, de tenir compte justement de leur spécificité, de leur liberté d'action, ce qui va contre une autre des missions de l'école qui est de permettre l'égalité des chances et donc de donner à tous les mêmes moyens. Et on pourrait débattre comme ça longuement. On va décliner de toute façon tous ces sujets qui plus en détail avec vous, avec les étudiants, avec la salle. Le regard de vous, anthropologue, Madame Naoum-Grapp, comment vous avez entendu ce questionnement? L'école peut-elle tout résoudre? Écoutez, comme question, l'école peut-elle tout résoudre? On sent que c'est une vignette auquel ont pensé rapidement les organisateurs. Ils ont dit, allez hop, il faut que ça fasse court, etc. Donc moi, j'ai pas envie de penser sur ce qui a été contracté comme ça. Disons que sur le fond, il y a le mot de responsabilité qui résonne dans ces 2 jours. Oui. Et le mot de responsabilité, on se dit au fond, pris avec la chose scolaire, on se dit au fond,
c'est presque une injonction. On dit, on voit tout de suite être responsable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà, c'est contre les immatures, les rêveurs, les cyniques qui font n'importe quoi en connaissance de cause, mais on n'emploiera pas le mot de responsabilité, puisque le responsable n'est pas cynique. Le responsable est sérieux, c'est plutôt l'adulte, la sortie de l'enfance, l'utopique qui, s'il veut faire l'ange, va nous faire faire les bêtes, celui qui a plein d'idées fausses et qui veut et qui fera que des bêtises. Vous voyez, le mot de responsabilité est déjà très lourd, très programmatif, plein d'injonctions, déjà scolaires. Ah, ça, c'est pour responsabilité. Et pour le côté, l'école peut-elle tout résoudre, on a l'impression qu'on est à la télé dans un jeu. Je veux dire, oui, non, c'est un peu ridicule. Par contre, on peut penser au fond. On se dit, mais au fond, l'école peut-elle, mettons ces deux mots ensemble, nous aider une classe d'âge à accroître non seulement petit à son savoir sur l'état actuel des données, c'est quand même ma mission première, scolaire, et deuxièmement, à acquérir cette espèce de compétence qui est une qualité. Est-ce qu'elle s'apprend d'être responsable? Et qu'est-ce qu'on désigne quand on dit responsable? Et du coup, posé comme ça, moi, je me dis, eh bien, ça me fait réfléchir. Et s'il nous manquait une discipline? Et s'il nous manquait une discipline? Parce que est-ce qu'être responsable, comment ça s'apprend? Et du coup, on doit articuler avec le mot responsable, finalement, la question de l'éthique, non pas dans l'expression éthique de la responsabilité, qui est une chose un peu rhétorique et scolaire, mais disons que normalement, la compétence éthique, et le mot de compétence est un peu dévié, devrait produire la responsabilité en face des réalités. C'est ça, la responsabilité, en face des réalités. C'est-à-dire prise en compte du réel dans une dimension éthique. C'est pour ça que le cynique n'est pas responsable, même s'il essaie en connaissance de cause. Et donc, à ce moment-là, est-ce que l'école nous amène à ça? Et là, vous voyez, on réfléchit tout à fait différemment. Parce que, est-ce qu'elle est là? Comment on va expliquer ce que c'est que la responsabilité? Et à mon avis, dans l'idée de responsabilité, il y a l'idée qu'on sait en face de quoi, de quelle réalité on a à exercer cette responsabilité. Et c'est là le point. Et c'est pour ça que c'est finalement un bon titre. Donc, après l'avoir... Et finalement, je suis d'accord avec le titre. Il faut bien qu'il y ait un lieu qui explique à la classe d'âge qui va rentrer dans la vie adulte ce que c'est la réalité en l'état actuel des sciences, ça peut changer, etc. Et en face de cette réalité, il faudra bien, deuxième niveau que l'école sans doute ne remplit pas ça, l'école ne remplit pas cet aspect-là, c'est là qu'il faut inventer. Il faut bien que face à cet état des données de ce réel, où on nous dit que 2 et 2 font 4 et pas 5, et les lignes, elles se rejoignent à l'infini, mais certainement pas les lignes parallèles sur ce papier, eh bien, il faut bien que face à ça, on soit responsable. Et est-ce que ça s'apprend à l'école? Et à mon avis, pour le moment, on va le décliner pas directement. On va le décliner ensemble dans quelques instants. D'abord, la réflexion de l'homme de terrain. Alors, une réflexion beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus pratique, celle d'un homme de terrain, effectivement. L'école peut-elle tout résoudre? Non. Et alors, pour caricaturer un peu, nous recevons, lorsque nous sommes chefs d'établissement, tout au long de l'année, des séries de circulaires impressionnantes qui nous demandent alors d'organiser impérativement, sans faute, la journée de lutte contre le sida, la journée contre la femme, la SSR pour que les enfants puissent conduire une mobilette. Enfin, j'en passe et des meilleurs. On ne cesse de charger la barque de l'école, ça en devient illisible et incohérent. Il faut recentrer les tâches de l'école sur l'essentiel et il faut se dire que l'école n'est pas faite pour tout résoudre. Alors, l'essentiel, entrons peut-être dans le vif du sujet. Pour vous, l'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que l'école, dans le fond, doit résoudre avant toute chose? En premier lieu, Monsieur Théodet, vous qui êtes confronté toute la journée à la réalité de l'école au quotidien. Alors, tout dépend des niveaux de l'école auquel on se place, bien évidemment. Quand j'étais principal de collège, j'étais toujours très, très inquiet de voir mes entrées d'élèves en 6e, où, dès que nous passions les évaluations 6e, nous constations qu'un pourcentage non négligeable d'élèves nous arrivait en 6e sans maîtriser la lecture ou le calcul. J'ai des chiffres tout récents du département dans lequel je travaille sur les évaluations, les résultats d'évaluation en 6e et dans le district où je travaille, en l'espace de 3 ans. Les pourcentages de réussite aux évaluations 6e en français ont perdu 10 points. En 2003, 54,4% des élèves avaient répondu à peu près correctement à l'évaluation en 6e sur le français. En 2005, 44,9%.
Donc on a de véritables enjeux qui se répercutent. En mathématiques, c'est un tout petit peu mieux, mais guère plus. On a de véritables enjeux dès la 6e qui se répercutent et qui méritent ensuite une réflexion pour trouver des entrées pédagogiques susceptibles de prendre en charge le public qui nous arrive. Arrivé en seconde, les enjeux sont également compliqués. Quand on prend les résultats, toujours dans votre département. Toujours dans mon département et toujours dans mon district. Les résultats obtenus par les élèves à l'épreuve écrite du brevet des collèges. Donc je ne parle pas du contrôle continu, mais de l'épreuve écrite. En français, sur le district où je travaille, les élèves avaient globalement obtenu en 2004 8,4 sur 20. En 2006, 6,8 sur 20. En mathématiques, en 2004, 6,5 sur 20. En mathématiques toujours, mais en 2006, 5 sur 20. Donc on a une dégradation considérable arrivée en 3e. En parallèle, les instructions institutionnelles, qu'elles soient ministérielles, rectorales, académiques, et qui correspondent à l'attente des parents, font que le pourcentage d'élèves qui passent de 3e en seconde générale est en augmentation. Pendant le laps de temps dont j'ai décrit les résultats, nous avons gagné près de 2 points sur le taux de passage 3e seconde générale. On est passé de 52,1% à 54,3%. Ce qui signifie qu'en seconde, on scolarise désormais un public qui n'est plus du tout le public que nous avions auparavant, enfin, à la marge peut-être, mais quand même, il est là. Les classes de seconde scolarisent un public qui est nouveau, et comme les classes de 6e, il va falloir en seconde que l'on trouve d'autres entrées pédagogiques pour réussir à mener jusqu'au baccalauréat le public que nous scolarisons désormais. Vous avez envie d'apporter vos lumières à ces chiffres qui concernent certes votre district, mais dont vous parlez notamment dans votre ouvrage « Améliorer l'école ». Oui, je crois que ces chiffres soulignent combien l'un des défis de l'école dont je parlais tout à l'heure est maintenant très difficile à atteindre, qui est l'égalité des chances. Et bon, je pense que je n'aurais pas besoin de convaincre M. Théodet combien certains publics d'élèves qui sont en effet dans la scolarité parce que la demande familiale, la demande sociale, c'est une demande généralisée. Et économique. Économique et qui est générale à tous les pays occidentaux. Ce n'est pas propre à la France, bien sûr, fait que tout le monde est en demande d'apprentissage, de compétences, de connaissances, de diplômes pour avoir accès à l'emploi. Et donc il y a comme ça tout un public d'élèves que moi j'appelle fragiles, pour de multiples raisons. Les raisons sociales et culturelles sont évidemment les principales, mais il y en a parfois d'autres, qui ont besoin maintenant de moyens pour apprendre, auxquels je pense que pendant très longtemps, les enseignants n'ont jamais été confrontés à ce problème-là. C'est-à-dire que les enseignants ont pendant longtemps dû enseigner à des élèves qui avaient été sélectionnés de telle manière qu'ils étaient en effet là pour apprendre et qu'ils avaient globalement les moyens d'apprendre. Aujourd'hui, on a dans les classes des élèves qui, beaucoup plus qu'avant, ne suivent pas, ont du mal. Voilà, et pour lesquels il faut une vraie expertise de la manière de faire apprendre. La nouveauté, elle est au lycée, parce qu'en collège, ça fait très longtemps qu'on a appris, tant bien que mal, à gérer ce public et à trouver des démarches pédagogiques un peu novatrices. Mais en lycée, désormais, on se retrouve confronté à une hétérogénéité comparable à celle qu'on connaît au collège. Ceci dit, on sait que le collège est un endroit difficile qui fait beaucoup de... La tranche d'âge. Sauf que vous nous avez dit aussi qu'à l'entrée au collège en 6e, il y a une perte déjà des bases, c'est-à-dire savoir lire, écrire, et qu'à la fin du collège, on a toujours un pourcentage très fort de gens faibles. Ça veut dire que même au collège, on n'arrive pas à aider ces gens fragiles. Oui, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que, alors on y arrive mal, on n'y arrive pas. Alors tout dépend aussi des districts et des conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les élèves. Les chiffres que je vous ai donnés sont ceux d'un district très particulier.
C'est le district qui comprend Saint-Denis, Saint-Ouen, Épinay, La Courneuve, donc c'est comme Aubervilliers. Oui, c'est une zone sensible. Donc une zone sensible avec un public qui est majoritairement issu de catégories socio-professionnelles défavorisées. On ne peut pas généraliser ça à tout le département ou à toute l'académie de Créteil. La différence, c'est quand même que les enseignants de collège, pour avoir été principal et être maintenant proviseur, ont depuis longtemps fait preuve d'imagination par rapport à ce public qui, depuis longtemps au collège, est très hétérogène. L'hétérogénéité, c'est une donne nouvelle pour le lycée, et qui peut désarçonner les enseignants qui n'étaient pas du tout habitués à gérer un public aussi hétérogène qu'il l'est maintenant. Oui, ceci dit, si je peux répondre, je pense que malgré les innovations ou la volonté forte des enseignants de pouvoir enseigner au collège à un public hétérogène, on doit constater vos chiffres à l'échelle de votre district, mais je pense que c'est quelque chose là qui est assez réel. Un élève en échec scolaire en fin de primaire est bien souvent toujours en échec scolaire en fin de collège. Du collège. Parce que, et là je crois que c'est un des grands défis qui est posé à l'école, on ne sait pas encore très bien, et même les chercheurs en sciences de l'éducation, en psychologie de l'éducation, découvrent qu'ils doivent absolument résoudre un problème énorme. Comment faire apprendre un élève qui n'est pas disposé à apprendre? Je ne vais pas dire qu'il ne veut pas apprendre, parce que c'est très rare un enfant qui ne veut pas apprendre, mais qui par contre n'a pas les outils socio-culturels, cognitifs, affectifs. Et qui n'a pas l'encadrement à la maison. De tous côtés. Oui. Alors, ça veut dire que donc là, c'est un vrai chantier. Pour rebondir sur votre question, ça veut dire que non, l'école ne peut pas tout résoudre, mais qu'elle doit se recentrer effectivement sur ses fondamentaux. Sur les fondamentaux. On va peut-être commencer à donner la parole à la salle, d'abord aux étudiants qui ont préparé des questions. Je ne sais pas quelle est la première question que vous souhaiteriez poser, mademoiselle. Donc, bonjour, Éléonore de l'ISEC Paris. Je voulais vous demander comment éviter la déresponsabilisation des parents lors de l'entrée de leurs enfants à l'école, sachant que celle-ci peut se faire dès l'âge de 2 ans. Et donc, dans quelles conditions d'accueil un enfant doit-il faire ses premiers pas à l'école? Merci. Qui veut commencer? Madame Naoum. Je vais juste dire comment j'entends votre question, n'étant spécialiste ni de l'école, ni de la petite enfance, ni des parents, ni psychologue, ni rien du tout. Mais quand même, je veux dire, je pense que le lien que vous faites entre l'entrée très jeune, à 2 ans, et la responsabilité est un lien qu'il faut interroger, qui n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire rentrer son enfant très tard et n'être pas responsable quand même. Donc, cela dit, l'entrée d'un enfant à 2 ans dans l'école, c'est bien lié au fait que les 2 parents ont un travail salarié, notamment ce fait qu'ont étudié les sociologues comme Elisabeth Mariani, typique de la France, que les femmes françaises qui ont des enfants continuent à travailler, ce qui n'est pas vrai, beaucoup moins vrai en Allemagne ou dans l'Europe du Nord, etc., où cette question donc est très différente. Donc les femmes françaises veulent continuer à travailler, elles ne peuvent pas garder, et elles utilisent l'école comme crèche qui d'ailleurs n'existait pas, vous voyez un peu quand l'enfant a 2 ans. Donc c'est pas tellement de la déresponsabilisation, c'est plutôt des conditions de vie. Alors autre chose, donc si on prend la question de la responsabilité des parents, vous dites finalement ils se défaussent comme ça, mais ils se défaussent aussi peut-être avec les nounous, que sais-je, ou de les laisser dans le jardin public, ou je ne sais pas. Les parents, au contraire, me semble-t-il, s'il y a une inquiétude majeure que les sociologues peuvent étudier, et ça, dès qu'il y a des classes moyennes, et ça, pas seulement en Europe, mais en Afrique, mais dans les mégapoles, mais en Amérique latine, etc., au Japon, en Chine, etc., dès qu'il y a des classes moyennes, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir un peu moins d'enfants et penser à leur avenir, l'anxiété majeure des parents, c'est l'école des enfants. Et dans combien d'enquêtes vous entendrez des parents dire « pour nous, ça n'a pas d'importance, mais pour nos enfants, etc. etc. » Et ce levier-là, cette anxiété, est un peu en contradiction avec votre idée de déresponsabilisation. Alors, vous faites sans doute allusion à des familles où peut-être, eh bien, on a le sentiment que les gosses sont dehors et qu'on s'en fiche complètement. Alors, peut-être, mais disons que ce n'est pas du tout la majorité. Et puis, il faut voir sous quelles conditions culturelles règne cette apparence d'irresponsabilité. Et donc, si vous voulez, j'aurais tendance à déconstruire dans ma réponse votre question en plusieurs volets qui en fait ne sont peut-être pas liés entre eux. Alors, oui, je voudrais juste dire un mot et donner une expérience.
Ils ne sont pas déresponsabilisés, les parents, c'est pas vrai. Je ne connais pas de parents qui ne s'intéressent pas à la scolarité de leurs enfants. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Ils n'ont pas les clés. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. J'ai travaillé très longtemps à Montreuil. Montreuil, c'est la seconde ville du Mali après Bamako. Le collège dans lequel j'étais chef d'établissement scolarisait un nombre non négligeable d'enfants dont les parents étaient d'origine malienne. Les mamans maliennes ne se désintéressaient pas du tout de leurs gamins. À l'école maternelle, elles osaient rentrer. Elles l'accompagnaient. En primaire, elles avaient déjà un peu peur. Au collège, en plus, le collège que j'avais le plaisir de diriger avait été reconstruit. Le hall d'entrée ressemblait à une cathédrale laïque. C'était le temple de la culture. Elles avaient peur d'entrer. Elles ne comprenaient pas, elles ne pouvaient pas rentrer. On a travaillé dans ce quartier avec une association qui était une association d'alphabétisation qui avait réussi progressivement à gagner la confiance des mamans maliennes et qui faisait un excellent travail. Et le responsable de cette association m'a dit un jour, il faut à tout prix que tu les reçoives chez toi, il faut qu'elles viennent. Et il les a amenées quasiment par la main, les mamans maliennes. Et il a eu un mal fou à les faire rentrer. Elles sont rentrées. On a fait le tour du collège. Je vous garantis que c'était impressionnant pour elles. Et après, on se dit, on ne peut pas arrêter là, il faut continuer. Il faut continuer. La maman malienne qui reçoit un bulletin de notes sur lequel qu'elle ne peut pas lire, qu'elle ne lit pas, elle comprend le français oral, mais elle ne lit pas le français. Alors on lui lit le français, dans le meilleur des cas, pas toujours. Ça veut dire quoi pour une maman malienne? Sciences physiques très faibles. C'est quoi sciences physiques? Ça ressemble à quoi la science physique? Alors on a pris ces mères et on leur a proposé de venir au fond des classes. Le seul principe déontologique qu'on avait retenu était que jamais une maman ne devait se retrouver dans la classe de son gamin. Et elles ont joué le jeu. Elles sont venues s'asseoir au fond des classes. Et quand elles recevaient le bulletin scolaire après, et qu'on leur disait, on leur lisait le bulletin, sciences physiques très faibles, sciences physiques, elles savaient ce que ça voulait dire, parce qu'elles avaient assisté à un cours de sciences physiques. Elles avaient vu le prof manipuler les éprouvettes et les enfants répondre. Et donc ça prenait du sens, du concret. On a mis presque dans ce collège 6 ans à faire en sorte que ces femmes franchissent le pas de la porte sans plus avoir peur. Et la dernière année, non seulement elles n'avaient pas peur, mais elles arrivaient, elles allaient voir la gardienne pour dire aujourd'hui je vais en salle A120, c'est mon cours de je sais pas quoi. Et elles allaient toutes seules en montant l'escalier, ce qui eût été inimaginable 5 ans avant. Donc la réponse que j'ai envie de faire, c'est non, ils ne sont pas déresponsabilisés, non, mais ils ne comprennent pas le mode d'emploi. Et c'est encore pire en lycée, parce que le lycée... Voilà, j'ai assez parlé. Non, mais je pense qu'on a compris votre argument, oui. Oui, madame. si je peux juste rajouter un témoignage supplémentaire, là, qui n'est pas de chercheur. Les mamans maliennes ont eu de la chance dans votre district. Parce que moi, je suis interdite de passer la porte de l'école primaire, même le jour de la rentrée. Bien sûr. Donc, la déresponsabilisation des parents, là, je pense, je suis d'accord avec Madame Naoum Grapp que l'association entre entrée à l'école à 2 ans et déresponsabilisation me semble un petit peu surprenante. Je pense en effet que l'une des préoccupations centrales des parents est justement la scolarité de leurs enfants. Je trouve aussi assez inquiétant si on se met à considérer dans notre société que mettre ses enfants à l'école, c'est se déresponsabiliser. Ça me paraît assez étonnant. C'est quand même une institution dont le rôle est central dans une démocratie, qui est constituée politiquement par une volonté citoyenne. Si y mettre ses enfants court le risque d'être accusé de déresponsabilité, s'il y a une suspicion, je ne sais pas bien comment on peut faire. Par contre, peut-être pour répondre sur le point précis de la scolarité à 2 ans, qui est un problème là assez concret qui se pose. Bon, de mes lectures, ce que j'ai pu voir, c'est 2 choses différentes. D'une part, les expériences américaines l'ont bien montré. En termes de réduction des inégalités sociales, la scolarité très tôt est un magnifique outil. C'est lorsque l'on scolarise en école maternelle, dès l'âge de 3 ans dans les expériences américaines,
des milieux sociaux défavorisés, dans de bonnes conditions bien sûr. L'impact sur la réussite scolaire est extrêmement long. Ça améliore les résultats scolaires pendant des années derrière. Par contre, évidemment, si on scolarise des enfants de 2 ans à 30 dans une classe, quand on sait ce que c'est qu'un enfant de 2 ans et son besoin d'encadrement, parce qu'il est en tout début d'acquisition de l'autonomie, évidemment, on peut se poser des questions. Donc, je pense que là, c'est un point, comme d'autres, où l'école doit être précise dans les moyens qu'elle offre pour assumer sa mission. Et s'adapter aux âges et aux besoins des enfants. Le jeune étudiant juste devant, et monsieur, je vous donnerai la parole juste derrière parce qu'il a déjà son micro en main, donc on va vous écouter. Donc, bonjour, François de l'ISEC Paris aussi. Ma question peut-être à monsieur, étant donné qu'aujourd'hui un phénomène en France et dans d'autres pays, le racisme, vient de la méconnaissance de l'autre et de ses origines, est-ce qu'aujourd'hui l'école peut encore assurer ce rôle de mélangeur, et surtout notamment avec les problèmes de la carte scolaire? Alors, monsieur Théodet sourit, mais il va répondre également. Oui, toujours témoignage de terrain, hein. Je ne sortirai pas, je suis un praticien, je ne suis pas un théoricien. Mais vous êtes là pour ça d'ailleurs. La carte scolaire, entre parenthèses, c'est la plus grande tarte à la crème que je connaisse, hein. Alors, je vais faire un peu de provo, j'aime bien ça dans ma pratique habituelle, et ça fait toujours hurler mes partenaires sociaux, comme on dit. Ceux qui ont dérogé, qui dérogent allègrement à la carte scolaire depuis toujours, ce sont les profs. Non seulement ils dérogent à la carte scolaire, mais en plus, une fois qu'ils ont obtenu l'établissement de leur choix, ils vont voir le collègue chef d'établissement pour choisir leur prof. Bon, c'est comme ça que ça se passe concrètement. Et quand ce n'est pas les profs qui le font, c'est les cabinets ministériels qui parfois téléphonent dans certains lycées pour demander l'inscription quand même du fils de Tartampion qui est un copain de machin. Bon, donc la carte scolaire, cessons l'hypocrisie. Quand on veut la contourner, il y a des gens qui savent très bien comment on fait pour la contourner. Ceci étant, il faut un instrument de régulation. On ne pourra pas se priver d'instrument de régulation. Alors comment faire malgré tout cela pour essayer de mieux connaître l'autre et essayer de faire en sorte que le racisme ou la différence soit tolérée? Il faut éviter les ghettos, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut déghettoiser. L'établissement dont je vous parlais, situé dans une... Alors, il n'était pas ZEP parce que fut une époque où, pour être clair et appeler un chat, le Parti communiste avait décidé qu'il n'y aurait pas de ZEP sur son territoire parce que les ZEP, c'était une manière de stigmatiser les établissements. Et il y a beaucoup de collèges qui n'ont pas été classés ZEP pour des raisons politiques. Les politiques en sont ensuite mordus les doigts parce que quand on n'était pas ZEP, on n'avait pas les moyens qui allaient avec les ZEP. Donc on a récupéré l'affaire avec d'autres classements qui étaient... Ça ne s'appelait pas ZEP, ça s'appelait... Enfin bon, tout ce qu'on voudra. Mon collège était ZEP, sans avoir le titre. Il était situé dans le nord de la ville, sur un territoire. Alors Montreuil, c'est la 4e ville de la région parisienne. C'est 80 000 habitants, si ma mémoire est bonne. Et le territoire sur lequel je travaillais était un territoire excentré du nord, avec environ 4 à 5 000 habitants, dans lequel il n'y avait pas de commissariat annexe, pas de mairie annexe. Il y avait l'école et le collège. Et le collège était le lieu sur lequel on plantait le drapeau républicain dans les grandes occasions. Et quand le quartier voulait se venger, et ça arrive dans ce quartier-là, de quoi que ce soit du reste, on attaquait le collège. Moi, je me souviens très bien, le collège à peine ouvert. On a du temps ou on n'a pas de temps? On peut raconter des histoires? Allez, dites-nous en 2 mots, mais répondez surtout à sa question. Je vais répondre. Le collège à peine ouvert, une voiture bélier en feu, pour exploser le collège parce qu'un gosse du quartier avait été tué dans un accident. Bon, pour planter le cadre. Nous voulions à tout prix faire en sorte de réintroduire dans ce collège de la mixité sociale. Et mixité sociale, ça va aussi avec la couleur de peau, avec tout ce qu'on veut. Bon, pour justement sortir le collège du ghetto et apprendre le respect de l'autre. Donc nous avons, pour ce faire, créé un pôle d'excellence, qui était un pari complètement fou. Le pôle d'excellence a constitué à ouvrir dans un collège ZEP ce qu'on appelle dans notre jargon des CHAM, classes musicales à horaires aménagés,
qui scolarise généralement les fils d'évêques et d'archevêques de la ville, c'est-à-dire les enfants du centre-ville, les bobos. Et l'objectif, c'était faire monter les enfants de bobos dans la ZEP de la Boissière, avec la complicité très très forte de la mairie et du directeur du conservatoire municipal, qui était un conservatoire régional. Et ça a marché? Et ça a marché. On a eu une 6e, une 5e, une 4e cham, puis après on a fait d'autres actions du même type, qui nous ont ramené, en l'espace de 4 ans, de quoi remixer la population, la composition du lycée. Alors et ensuite, c'est pas changé. tout. Ben, ça change tout, parce que quand on commence à mélanger les gens, mais effectivement, c'est pas suffisant, parce que il ne suffit pas de faire rentrer par la même porte des élèves issus de classes sociales ou de milieux différents, il faut aussi leur proposer des activités en commun pour apprendre le respect de l'autre et le regard de l'autre. Et là, c'est un problème pédagogique. Quelles activités transversales peut-on mettre en place? Alors avec des classes musicales, c'est facile, il y a la musique bien sûr, donc on peut faire des activités autour de la musique, comparer les musiques entre la musique du conservatoire et la musique de la famille malienne. On a un champ assez large, mais ce faisant, on a réussi à mixer. Et je crois que l'assouplissement qu'on peut envisager à la carte scolaire, c'est probablement, alors pas au niveau national que ça se fera, c'est au niveau local, mais vraiment local de chez local, et avec la complicité forte des autorités municipales qui connaissent bien leur terrain, et par l'ouverture dans les établissements difficiles de pôles d'excellence, quels que soient ces pôles d'excellence. Madame Chapelle ou Madame Naoum-Gra, peut-être. Allez-y, Madame Chapelle. Pour poursuivre ce que vous dites, c'est en effet, quand on compare les pays entre eux, la manière de réguler la mixité sociale, qui est évidemment absolument nécessaire pour les différentes missions de l'école, ce n'est en effet ni la carte scolaire trop rigide, surtout lorsqu'elle est facilement contournable de deux manières d'ailleurs, parce qu'on peut la contourner en obtenant une dérogation ou bien en utilisant l'enseignement privé, qui est une autre manière en fait de contourner la carte scolaire. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que vous avez parlé des enseignants qui sont des spécialistes de la dérogation, mais les études des sociologues sont très intéressantes, montrent que les classes populaires maintenant deviennent elles aussi expertes en contournement de la carte scolaire, soit, comme je dis, en obtenant des dérogations, soit en sacrifiant ce qu'il faut de leur budget familial pour scolariser leurs enfants dans le privé. Donc ça, pour revenir au thème de la déresponsabilisation parentale, c'est encore une preuve de plus de la volonté des parents de scolariser leurs enfants le mieux possible. Mais en tout cas, si l'on compare à d'autres pays, la Belgique, dont je suis originaire, n'a pas de carte scolaire. C'est le libre choix complet de l'école. Et là, le problème est le même, on va dire. On retrouve toujours une ségrégation. La ségrégation est très sociale. forte, bien sûr, puisque vous avez le choix de votre école, très automatiquement, on reste entre soi. C'est une donnée sociale constante. Alors comment remédier justement? Alors justement, ce qui semble évidemment le plus utile, c'est ce que dit M. Théodet, c'est une régulation locale par les autorités, les collectivités territoriales et des collaborations. C'est sans doute la voie à suivre, qui n'est pas nécessairement dans la culture française, malheureusement, qui a, surtout au niveau de l'éducation nationale, plutôt l'habitude d'être très centralisée. Voilà. Mais est-ce qu'on constate sur ces dernières décennies qu'on va de plus en plus vers une ségrégation? Oui. Les études, Georges Felouzzi à Bordeaux a mené une étude à ce point de vue-là absolument passionnante, mais un peu effrayante. Il y a en effet une ghettoisation, lui il emploie ce terme très net, des établissements, et donc c'est de ces données entre autres que je dis les classes populaires elles-mêmes. Donc on a eu longtemps uniquement les classes moyennes qui avaient tendance à choisir l'établissement, et maintenant c'est descendu jusqu'aux classes populaires, ce qui fait qu'il ne reste plus, on va dire, dans les collèges les plus difficiles, vraiment que comment dire, les familles les plus en difficulté, oui, et les moins capables de se poser ce problème. Donc personne ne veut y aller. Et donc ces établissements-là sont fuis véritablement. Donc là, la ségrégation s'aggrave. Alors ce qu'il faut quand même aussi rappeler, et là on revient au titre du débat, l'école peut-elle tout résoudre? Ce problème de ségrégation scolaire est extrêmement lié à la ségrégation urbaine. Que l'on ait le choix de l'école ou pas. C'est-à-dire que n'importe quel parent préfère mettre son enfant dans l'école de son quartier. C'est
beaucoup plus pratique au quotidien. Dans des pays comme la Belgique où on a le choix, les familles les plus aisées vont pouvoir se payer le transport scolaire ou le trajet en voiture pour emmener l'enfant plus loin, mais naturellement, on scolarise son enfant dans son quartier. Au plus proche, oui. Voilà. Et la ségrégation scolaire est bien souvent le reflet de la ségrégation urbaine. Et quelqu'un comme Marie Durubella, qui est une sociologue de l'école, dit de plus en plus souvent, mais nous ne pourrons pas résoudre les choses sinon on ne prend pas le problème de la ségrégation urbaine en main. Oui, l'urbanisme lui-même est à repenser. Juste pour vous donner une indication, le prix de l'immobilier est en général 10% plus cher dans une zone dont l'école est considérée comme de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on le sait tous, je pense que c'est une démarche que l'on emploie tous lorsqu'on est soucieux de la scolarité de ses enfants. On va choisir son lieu de résidence lorsqu'il existe une carte scolaire de façon à permettre à l'enfant d'accéder à une école de qualité. Et ça retentit bien sûr sur le prix de l'immobilier. Et là, on voit bien les effets sur la ségrégation. Madame Naoum Grapp. Oui, moi je suis tout ce qui a été dit, je suis tout à fait... je crois que c'est un énorme problème. Je voudrais juste dire d'une part, il me semble qu'il serait dommage, que ça freinerait la réflexion collective, si vous voulez, de trop moraliser ce que les sociologues appellent des tactiques et des stratégies qu'on voit dans des tas d'autres domaines. Il se trouve, et c'est décrit finalement depuis le XVIIIe siècle, Louis-Sébastien Mercier, et en passant par tous les sociologues, et par exemple, est vraiment formalisé par quelqu'un comme Bourdieu, c'est des tactiques de distinction. Ça marche pour le choix des voitures, pour le choix du vin qu'on met à table, de la maison, de l'endroit où on habite, etc. Et donc, cette espèce de fonctionnement social qui fait que les couches sociales, dès qu'elles sont un peu aisées, se mettent mimétiquement à rêver de la couche sociale un peu supérieure. C'est comme ça. Dans l'autre sens, c'est assez rare. C'est la jeunesse qui propose des contre-modèles et le rap devient plus élégant que des poèmes classiques, si vous voulez. Mais il y a des tas de contre-exemples dans la société. La société est une espèce de flux très complexe et on ne peut pas faire des choses trop mécaniques. Mais disons qu'il se trouve que c'est quand même une espèce de règle. Et donc, on ne peut pas moraliser ce qui est un fait social assez prégnant, si vous voulez. Il se trouve que les parents ne pourront pas, c'est pas qu'ils veulent absolument que leurs enfants et que les autres soient pauvres et qu'eux, etc. Non, c'est qu'ils vont choisir les écoles en fonction de leurs rêves. Justement, cette chose pour les enfants, c'est aussi une espèce de chose tragique, tous ces gens qui disent pour nos enfants. C'est tragique, ils disent nous, non, mais pour eux. Alors, le problème de l'école rentre là-dedans. Ça n'empêche pas qu'il s'est trouvé, c'est peut-être ça qui est exceptionnel, qu'entre la fin du 19e siècle et les années 50-60, il y a eu dans l'histoire de France une espèce d'une chose extraordinaire qui était la mobilité sociale ascendante par la scolarité. On parle toujours des grands-pères instituteurs dans le Périgord au fin fond des campagnes, pas du tout parisiens, des enfants qui existent et les petits-enfants. Quel est le grand-père d'un psychanalyste, il était ailleurs, mais quel est le grand-père d'un quelqu'un du Collège de France? Il était instituteur dans la Troisième République ou l'arrière-grand-père. Donc, si vous voulez, on rêve de cette période exceptionnelle d'une mobilité sociale ascendante qui est vraiment passée par l'école, et l'école au sens de la République de la fin du 19e siècle, dont on a une nostalgie formidable en France. Mais si vous voulez, il se trouve qu'en règle générale, ça n'est pas comme ça. Toutes les tactiques et les stratégies de tous les milieux sociaux, c'est de protéger leurs poussins. Et vous avez donc les pauvres professeurs dont on sait qu'eux ont toutes ces tactiques et ils connaissent la mécanique. Et on voit finalement que les résultats à l'école normale, c'est les enfants de professeurs qui deviennent professeurs parce qu'ils passent bien les examens, une espèce de chose fascinante de cet énorme corps de reproduction. Et eux-mêmes ravagés par l'horrible culpabilité de dire « Oh, comme c'est pas bien la ségrégation, etc. » pour autrui. Mais pour moi et mes poussins, il n'en est pas question. Et ça, il ne faut pas moraliser. C'est complètement humain. On est là pour faire les leçons à personne. Par contre, la tragédie, elle est démographique, elle est historique, c'est que les enfants des quartiers pauvres sont les enfants issus de l'immigration, non pas une immigration comme entre les deux guerres, de Polonais, d'Italiens, etc., européenne, où les petits visages pâles, même un peu bruns, on disait les rital, les macaronis, mais quand même ça n'avait pas la gravité, la grande gravité du rejet d'enfants dont ce que les sociologues québécois appellent la différence visible, dont au premier regard, qu'ils soient français ou non, on se dit ce sont les autres, ce sont les enfants des autres, de ceux-là, là-bas dans le sud, Afrique subsaharienne, ceux-là. C'est-à-dire que la démographie, l'histoire démographique européenne vient faire se rencontrer deux grandes lignes de stigmates,
le stigmate social de la pauvreté, où depuis qu'il y a des classes sociales dans un pays comme la France qu'on étudie, il y a une espèce de rejet, de mépris des pauvres dans la rue, etc. Ils sont mal habillés, ils sont pas... Et puis, et leurs enfants sont sales et puis dangereux, classe dangereuse, classe laborieuse. Et en même temps, le stigmate raciste, appelons un chat, qui fait que les pauvres, en plus, ils sont d'une autre... pas tout à fait la même couleur de peau. Et ça, vous voyez, c'est un chiasme. Le chiasme, c'est un opérateur dans les mentalités effrayant. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça que les classes populaires pauvres, qui ne sont pas les classes moyennes, enlèvent leurs enfants. C'est pas seulement la distinction et la culture, c'est pour pas qu'ils soient dans cette classe où disent-ils, il n'y a plus de français, comme dans ce métro, etc. Appelons un chat un chat. Actuellement, le problème, il est là. C'est le chiasme, la rencontre entre deux vecteurs de stigmate social qui, se rencontrant, se multiplient. Et ça s'accroît. Mais ne confondons pas tout. La question de la mobilité sociale générale dans un pays comme le nôtre, passant par l'école, avec tous les exemples que vous nous avez donnés, si au plan local, les gens prennent leurs responsabilités, cette question-là, comment dire, elle est permanente et tout le monde se bat toujours, on travaille toujours contre, en quelque sorte, au plan local. On essaie. Je ne veux pas généraliser une Monsieur expérience Théodet. qui n'a pas d'ambition modélisatrice, mais à partir du moment où on a réussi à rétablir un minimum de mixité sociale dans le collège dont je vous parlais, les parents n'ont pu enlever leurs enfants. Les stratégies de contournement de la carte scolaire n'ont plus existé. Et non seulement elles n'ont plus existé, mais les parents du quartier étaient très fiers que leur gamin aille dans ce collège où il se passait tant de choses. Et donc, on avait réussi à rétablir la confiance entre le quartier et son collège. Non, mais ce n'est qu'un exemple et ce n'est pas modélisateur, ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas l'être. En lycée, vous parliez de l'ascenseur social, j'ai rencontré une délégation d'Américains avant-hier, de profs et de chefs d'établissement américains qui m'ont dit non, chez nous, on ne parle pas d'ascenseur social, on parle d'échelle sociale, parce qu'une échelle faut un effort pour franchir les barreaux. L'ascenseur, c'est trop facile. Vous devriez parler d'échelle sociale. C'est bien l'échelle sociale, je trouve, effectivement. Votre micro, oui, madame. Mais l'ascenseur, non. En lycée, maintenant, l'exemple que je vous ai pris, c'était en collège, en lycée. Donc je dirige avec une joie incommensurable un lycée qui scolarise 900 élèves à Saint-Ouen, avec, alors j'ai des chiffres, je ne vais pas vous assommer avec mes chiffres. Non, dites-nous très globalement difficile, les très difficile. caractéristiques. Ce lycée est le lycée dans lequel a été pensé, conçu, rédigé et signé la première convention d'éducation prioritaire avec Sciences Po. Vous en avez sûrement entendu parler. Bien sûr. Nous sommes les premiers. Nous avons actuellement, et nous sommes très fiers, vous l'aviez compris, 21 élèves qui ont intégré l'école de la rue Saint-Guillaume. La première promo a fait ses 5 ans d'études à Sciences Po, dont 1 an complet à l'étranger. Les 3 premiers élèves sont sortis de Sciences Po en juin dernier. Les autres, ils sont toujours. Le taux de résultat pour ces élèves ayant intégré l'une des plus prestigieuses écoles françaises, quand même, par un cheminement tout à fait particulier, hors les voies classiques et hors les concours. Les résultats de ces élèves sont parfaitement équivalents aux élèves ayant intégré Sciences Po par les concours traditionnels. Donc vous nous dites que l'échelle sociale, ça marche. Là, ça marche, oui. Que les concours ne servent à rien. Ou que les concours ne sont peut-être... Oui. Mais vous savez, dans cette histoire, le plus drôle, c'est pas nous qui avons été chez Sciences Po. C'est Sciences Po qui est venu nous chercher. Et quand Richard Decoing est arrivé, enfin c'était pas lui, c'était son bras droit, mais ça revient au même, les profs du Bahut, j'y étais pas à l'époque, j'étais encore à Montreuil, on m'a raconté l'histoire. Les profs du Bahut se sont dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils veulent Sciences Po? Pourquoi ils veulent nos élèves? Bon, et il y avait une espèce de méfiance, si bien que Richard Decoing a dû à la fois vaincre la méfiance des profs du lycée qui disaient mais c'est quoi ce truc-là, et puis se battre en même temps à l'interne contre les étudiants qui eux étaient rentrés par les concours traditionnels et qui ont intenté toute une série de procès devant les tribunaux administratifs. Ça a été très long. Bon, les 3 premiers sont sortis, tête de promo. Ils étaient à peine sortis, ils n'avaient pas encore eu leurs résultats, qu'ils étaient préemptés par des entreprises. Ils sont tous à des postes de responsabilité. 2 garçons, 1 fille, tous 3 d'origine maghrébine. Résultat de l'opération. On en a 21, je vous ai dit qui ils sont.
je retrouve ce que j'avais vécu à Montreuil, un sentiment de fierté du quartier, de la ville, par rapport à ce lycée où ces enfants peuvent, même s'ils n'iront pas tous, ils peuvent franchir les échelons de l'échelle sociale. Et donc, non seulement les stratégies de contournement du lycée n'existent plus, mais même, il faut que je me méfie à chaque préparation de rentrée des inscriptions d'élèves, notamment, pas de Paris, mais des communes voisines, absolument, qui viennent en disant si mon fils rentre là en seconde, il pourra en terminale profiter du partenariat avec Sciences Po et rentrer à Sciences Po sans les concours. Autrement dit, il y a des stratégies de contournement qui se mettent en œuvre pour venir chez nous. Oui, mais c'est ça, quand même pas mal. C'est plutôt positif. C'est plutôt oui, positif. c'est ce que je vous dis. Oui. Alors, dans la salle, monsieur, on vous écoute. Le dialogue avec la salle. Normal. Je suis Alain Kerjean, je développe la pédagogie expérientielle. Et votre première intervention, Madame Naoum Grapp, nous a m'a laissé un peu sur la fin. Vous avez dit, et je pense qu'on était vraiment dans le sujet de cette rencontre, sur la responsabilité et la contribution de notre système scolaire, vous avez dit il y a la transmission du savoir, mais il y a aussi aujourd'hui, comme à l'origine de l'école de la République, sous la Troisième République, la nécessité de développer les compétences de responsabilité, les comportements, les attitudes, les compétences qui s'acquièrent par l'expérience précisément et qui se transmettent assez mal. Alors quelles sont et vous dites il faut innover, il faut des nouvelles réponses. Si Alain Bettelila, vous avez fait l'honneur d'être parmi nous, je pense qu'il aurait dit c'est lié. On transmet beaucoup mieux les savoirs si on est bien dans sa peau, si on a réglé les questions d'attitude, d'estime de soi. Est-ce que vous pourriez poursuivre et satisfaire notre curiosité ? Écoutez, je vous remercie de me poser cette question. Moi, je me suis dit, au fond, disons que je n'ai pas, si vous voulez, parce que je trouve que le champ est très riche, je ne glisse pas vers la psychologie. Et la problématique de l'estime de soi, elle est certainement centrale, mais elle est bien étudiée. Moi, j'essaye de rester dans mon univers de sciences sociales et comment appeler ça, d'ethnologie qualitative finalement, la question de la description et de la collectivité. Alors, ce à quoi j'ai pensé grâce à cette invitation ici, je me suis dit au fond que dans les crèches, dans les écoles, dans la rue, il y a une chose qui existe réellement, qui est microscopique par exemple. Je vous donne un exemple, c'est le tact. Le tact, c'est du non-verbal. C'est pas seulement les civilités. Les civilités, ça va plus loin. Le tact, c'est vraiment cette invention microscopique de calmer le jeu d'une blessure qui pourrait avoir lieu, même toute petite, pas dire bonjour à quelqu'un, le pousser au toit de là que je m'y mette, etc. Et quelqu'un qui a du tact, il évite ça. Et j'ai quelques exemples très précis que j'ai trouvés extraordinaires dans le métro, de gens qui avaient du tact. Je vous le dis très très vite, si on a un petit peu le temps, on n'a peut-être pas le temps très vite. Dans le métro, il y avait une altercation très pénible pour tout le monde, c'était le RER, entre un pauvre monsieur chassé du dedans, sans domicile fixe, un peu aviné, très français, et un groupe de jeunes un peu enfants de l'immigration, avec cette différence visible, cette couleur de peau au premier regard, qui ne veut rien dire, mais qui... voilà. Et le pauvre monsieur SDF avait éructé, ça a commencé, des choses atrocement, terriblement racistes, en même temps c'était un pauvre monsieur SDF. Et il y avait un Africain très bien habillé dans un coin avec son truc qui devenait très tendu, très angoissé. Et j'ai vu le jeune enfant de l'immigration, genre Beurre, faire un geste magnifique. Il s'est levé et il a pris le pauvre vieux SDF dont le corps déglingué, démoli, n'avait plus été approché par personne, parce que c'est peut-être ça la définition de quelqu'un d'exclu de SDF, c'est que plus personne ne l'approche. Plus personne ne l'approche, il est trop répugnant. Le prendre par l'épaule et le calmer. L'Africain en face s'est calmé aussi, voyant qu'il n'était plus seul face à cet océan de haine bien franco-française, aviné, que vous pourriez, que Coluche pourrait très bien imiter, mais quand c'est vrai, c'est terrible. Et les gens qui étaient autour, etc. Donc ce jeune Beurre nous a tous sauvés en quelque sorte. Ça, c'était microscopique, mais c'est prendre ses responsabilités. C'est la question du tact. Alors la question du tact, est-ce que ça s'apprend ?
Mais il faut que ça s'apprenne, c'est une sorte de survie dans l'espace public. Mais en même temps, c'est rien du tout. Et c'est en amont, et c'est dans les regards, et c'est quoi? Bon, ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, je me disais, mais au fond, le fait que quelqu'un de responsable ne doit pas trop rêver, encore, il doit dire l'idée du réel. Qu'est-ce que c'est que le réel? À quoi, devant lequel celui qui veut être ni cynique, ni rêveur, ni immature, ni déjanté, ni à côté de la plaque, celui-là doit faire face à ça. L'école, elle doit nous dire, au fond, une discipline, c'était peut-être certains grands profs de philo faisaient ça en classe de philo, mais la classe de philo, bon, et puis maintenant la philo devient l'histoire de la philo, donc c'est plus du tout ça, un truc d'érudition, ça n'a plus rien à voir. Donc quelqu'un, à un moment dans la classe, même à des tout petits, mais c'est quoi le réel auquel on fait face et contre lequel on se fracasse le temps qui passe, irréversible? Eh ben oui, eh ben c'est pas un jeu comme dans la science-fiction. Des choses de la réalité, le respect de la réalité qui fait que bon, il existe le virus du sida, ça pourrait rentrer, on pourrait trouver. Eh bien, si un président de la République de l'autre côté de la planète dit qu'il n'existe pas, il se trompe. Nous l'apprenons à l'école. L'école qui garantit, qui non seulement revient aux fondamentaux et apprend et remplit sa mission, etc., mais qui, en choisissant ce qu'elle donne comme nourriture, de savoir, dit c'est ça, le légitime, en fait quelque chose de juste, qu'on dit bon ça on est tous d'accord. Et là commence une espèce de consensus d'idée qu'on est ensemble citoyens, parce qu'on est d'accord que de fond 4, on est d'accord qu'il y a le virus du sida, on est d'accord que l'idée de l'anthropologie du 19e siècle, la différence entre les races, c'est faux, démontrer que c'est faux, on est d'accord, on l'apprend à l'école, on est d'accord sur du réel, même si parfois on n'aime pas cette réalité, aussi on résiste contre. Et vous savez, ça, dans une société, je pense que là, alors vous voyez, c'est peut-être pas une discipline ou une pédagogie ou une manière de faire ou une psychologie attentive au bien-être psychologique de l'enfant perturbé dans sa famille, sauvé par l'école, l'enfant perturbé pour 1000 raisons, qui n'a pas accès à lui-même, à la concentration. Alors là, des systèmes, on relie, qu'on fait les Italiens, qu'on fait les écoles où on fait s'entreapprendre les enfants entre eux, les classes, des choses, on peut inventer, on doit inventer dans la pédagogie. Mais aussi, à mon avis, c'est le mot de responsabilité qui m'a mis sur cette fragile réflexion, si vous voulez. Le tact, être tous d'accord sur une chose qu'on estime juste comme une note de musique, elle est juste mathématiquement, mais elle est juste, elle n'est pas disharmonique. C'est pas du faux. Le faux, c'est disharmonique. C'est pas seulement. Vous voyez, on moralise pas ici. Ça, on doit l'apprendre à l'école. Mais comment? Alors moi, c'est pas que les jeunes s'y mettent pour inventer une discipline. Je sais même pas comment l'appeler. Pas une discipline de plus, mais peut-être une façon de faire. Je ne sais pas. Madame Chapelle. Oui, alors. Moins anthropologue que vous, j'ai envie de répondre à votre question sur les enfin, j'ai entendu là derrière la question d'une part des savoirs, donc de la mission de l'école de transmettre des connaissances et des compétences, et donc dans les compétences se cachent là derrière les aspects plus affectifs et sociaux de tout élève qui est en apprentissage. Alors, les psychologues, parce qu'ils font quelques travaux intéressants, montrent vraiment de manière absolument flagrante combien il faut, dans l'enseignement, dans la pédagogie, tenir compte des 3 aspects de l'enfant qui apprend. L'aspect cognitif, donc ses capacités intellectuelles, les manières qu'il a d'apprendre au sens strict, mais bien sûr aussi les aspects affectifs et les aspects sociaux. Et les aspects sociaux sont souvent oubliés. Moi, je suis surprise, comme très souvent, on parle du professeur et de l'élève. Or, personne d'entre nous n'a jamais, ou à peu près, eu un enseignant pour lui tout seul. L'enseignant enseigne à une classe. C'est Anne Barrère, une sociologue qui a beaucoup observé le travail des enseignants et des élèves, qui dit il y a l'enseignant, il y a chacun des élèves, et puis il y a un 3e larron, c'est le groupe classe. Ceux qui enseignent en collège ou en lycée, à mon avis, le savent encore mieux qu'en primaire, c'est-à-dire toutes ces interactions sociales que l'enseignant au quotidien est obligé de prendre en compte, est obligé de gérer, non pas comme quelque chose qui brouille, qui empêche sa mission qui est de transmettre du savoir, de s'exécuter, mais bien au contraire dont il doit pouvoir, et une bonne partie d'entre eux le font, dont il doit se servir pour favoriser la dynamique d'apprentissage. Et je pense, moi, pour
un petit peu faire le lien avec les conventions ZEP, qui sont évidemment des expériences absolument intéressantes, même si je pense que sur certains points, ça serait intéressant de les discuter. Mais lorsque, à travers cette notion d'accès à ces écoles prestigieuses, retentit tout le long du système scolaire la notion de compétition, parce qu'elle est extrêmement forte. Vous le dites, les élèves qui sont rentrés par la voie normale, on va dire, vont jusqu'à intenter des procès au conseil administratif pour remettre en cause la possibilité qui est donnée à d'autres. Oui, tout au début. Donc, c'est dire combien c'est prégnant dans le système éducatif français, cette notion de compétition et de mérite pour faire partie des meilleurs. Mais c'est quelque chose qui retentit jusque à l'école primaire ou maternelle quasiment, qui est cette compétition entre les élèves qui est bien dommageable à l'apprentissage. La collaboration est souvent une source d'apprentissage bien meilleure que la compétition. Le mérite est la première valeur républicaine lorsque... Oui, alors... Entendons-nous, ce n'est pas facile pour moi de faire la différence entre le mérite, qui est une motivation à apprendre pour s'améliorer soi-même, ou le mérite, oui, mais malheureusement, dans la pratique, c'est bien souvent confondu. Le mérite qui est être meilleur que le voisin. C'est deux manières très différentes de vivre le mérite. J'ai dans mon établissement, outre les conventions Sciences Po, le lycée Blanqui est un lycée très très riche pédagogiquement. J'ai la chance de gérer également une hypocagne et une cagne, c'est-à-dire des classes préparatoires aux grandes écoles. L'image que les étudiants, que les lycéens ou leurs parents ont des CPGE, ce sont les grandes classes préparatoires qui sont autour de cette maison, Henri IV, Louis Grand, etc., classes préparatoires dans lesquelles, effectivement, tout est basé sur une compétition effrénée, une mise en concurrence des élèves. Et lorsque, au début, puis maintenant, Dieu merci, on disait aux élèves de terminale qu'ils pourraient tout à fait utilement poursuivre leurs études au lycée en hypocagne puis en cagne, puis cuber leur cagne et réintégrer l'université avec les équivalences données par l'université, les étudiants, les lycéens, pardon, ils leur parlent, là, pas question. Alors, chez nous, maintenant, les gens savent comment ça fonctionne. Dans les lycées voisins, ils ne le savent pas encore très très bien. Ils ont toujours cette espèce d'idée de grande CPGE parisienne où on met les élèves en concurrence. Et donc, on a encore du mal à faire en sorte que viennent vers nous des élèves des lycées voisins qui ont cette image-là en tête. On a réussi, c'était pas facile, à implanter notre hypocagne et notre cagne dans un paysage car lui n'est pas soumis à carte scolaire. Les classes préparatoires aux grandes écoles, on est en système concurrentiel total. Et donc, lorsque des lycéens ou leurs parents ont le choix, Saint-Ouen n'est pas forcément leur première destination ou leur première demande. Toujours est-il que l'équipe pédagogique de mon établissement est une équipe à qui je tire mon chapeau et en l'espace de 5 ans, on a implanté cette structure dans le paysage éducatif. Nous avons cette année réussi à scolariser 44 élèves en hypocagne et 40 en cagne en développant des options très rares et nous avons des élèves qui viennent de partout en France chez nous. La plus lointaine vient de Tahiti. Elle est arrivée chez nous pour suivre ses études. Mais là où c'est intéressant, c'est que nous récupérons également en cagne des élèves qui ont fait leur hypocagne dans les hypocagnes parisiennes et qui viennent chez nous en cagne parce qu'ils veulent un enseignement de qualité, un enseignement exigeant, des profs compétents, mais avec une pédagogie dans laquelle le fin mot ne soit pas la compétitivité et la concurrence. Oui, il n'y a pas cette pression. Ils viennent pour poursuivre sans cette pression qui est une pression artificielle et anti-pédagogique. Et très lourde à porter. Et très lourde pour poursuivre leurs études. Alors on n'a pas encore eu d'admis, c'est vrai, on a eu 3 sous-admissibles. Et on vient de signer avec l'école normale de la rue d'Ulm une convention. On l'a signée il y a 15 jours. Convention au titre de laquelle la rue d'Ulm met à disposition du lycée des normaliens
qui vont venir aider nos élèves de CPGE en petits groupes à préparer le concours. Et je suis sûr que, peut-être pas cette année, encore que, on va avoir des admis avec une pédagogie qui ne relèvera pas de la mise artificielle en concurrence d'élèves, mais qui ne rabattra rien sur les exigences de monter aux élèves. Sur la qualité, tout à fait. Dans la salle, peut-être ce jeune étudiant qui est juste devant, et je vous donne la parole juste après. Oui, bonsoir, je m'appelle Jean-Philippe Assouan, élève ingénieur à Supélec. J'aimerais vous interroger sur le respect. Vous avez évoqué tout à l'heure l'interaction sociale, mais on s'aperçoit que dans certaines écoles, un principe de base est très estompé, qui est le respect de l'enseignant, et qui est indispensable à un bon apprentissage. Alors ma question, quelles en sont les origines de ce manque et comment parvenir à redonner de la valeur et de l'autorité aux enseignants? Merci pour votre question. Qui veut commencer? Est-ce que c'est l'homme de terrain, par exemple, au hasard? Est-ce qu'on peut décréter le respect? Je suis prof, tu me respectes. Je ne suis pas sûr. Je pense que le respect, ça se gagne. Il y a des profs qui parfois sont en souffrance et qui ont des moments de fragilité, et les élèves le sentent très bien. Un élève, c'est très sensible. Il y a parfois des profs qui, jusque-là, avaient toujours eu on n'avait jamais eu de problème dans leur classe. Et puis, ils ont des passages à vide, les élèves le sentent, il y a un point de faiblesse, et les élèves s'engouffrent parfois. Ça ne dure pas très longtemps. Il y a des profs qui arrivent. Vous savez, tous les ans, j'accueille des profs. L'Académie de Créteil est une académie qui ne peut vivre que par des travailleurs immigrés de la première génération. C'est des profs qui viennent du UFM de province. Ils arrivent, c'est leur premier poste. Ils viennent de Marseille, ils viennent de Lyon, de Clermont-Ferrand, ils sont nommés à Saint-Ouen, Saint-Denis, La Courneuve. Ils n'ont pas de famille en région parisienne et ils n'ont pas de logement. Et la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans mon bureau, c'est « Comment pouvez-vous m'aider pour trouver un logement ?» J'ai un prof, il y a quelques années, qui a dormi pendant presque un mois à l'hôtel. Comme condition de début de carrière, vous imaginez, quand ce prof-là arrive en classe le matin, il n'est pas bien. Bon. En plus, le public qu'il va devoir gérer est tellement aux antipodes du public de la région dont il vient. Il va falloir qu'il apprenne à connaître ce public, à connaître le lycée, à connaître l'implantation du lycée, à connaître les réseaux qui fonctionnent autour du lycée. Et quand tout ça va se mettre en place, le respect, il l'aura, parce qu'il trouvera l'assurance nécessaire. Mais au début, c'est vrai que c'est pas facile. L'autorité n'est pas tout de suite là, présente. On a tous commencé. Moi, je suis persuadé qu'en début de carrière, j'étais prof d'histoire-géographie, j'ai sûrement dû être bordelisé une fois ou deux, hein, comme tout le monde, comme tout le monde. Est-ce que ça veut dire que les élèves ne me respectaient pas? Je ne suis pas sûr. Mais... Madame Naoum Grapp, la notion de respect, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Donc c'est un mot qui lui-même est comment je dis, qui est auréolé de respect lui-même. C'est double, hein. Il y a le respect du respect, et, voilà. Et donc on est un peu médusé, etc. Il me semble que vous faites allusion à deux choses qui sont un peu différentes. D'une part, et de fait, le statut de professeur dans les collèges, dans les lycées, et même maintenant on arrive à l'université, pour des raisons sociologiques compliquées, mais sur, mettons, la cinquantaine d'années qui vient à partir de l'après-guerre, mettons. C'est un statut qui, de fait, a décliné dans l'estime générale, cette espèce d'échelle étrange, où une société en miroir d'elle-même, pour des tas de raisons, fait varier comme ça les estimes collectives. Alors, je dis estime collective, je n'ai pas employé le mot de respect. Et donc, tout à coup, par exemple, speakerine à la télé, c'était... pas très élevé dans les années 50. Non, c'est une chose absolument formidable. Les enfants où aller chanter devant les écrans. Hein, je vous le dis comme ça, par mais exemple, c'est pas grave. Bon, alors je ne sais pas où chanter. Non, être dans célèbre, les on va dire, par exemple. Disons passer dans le petit écran. Alors, disons que l'échelle des estimes liées à certaines professions varie. Et vous faites allusion au fait que l'une de ces professions très importantes dans l'entre-deux-guerres, qui était très estimée au village, où il y avait ça le faisait médecin, rêver d'être prof. Hein. Et maintenant, c'est quand même, ça n'est plus un but. Ça n'est plus un but, une carrière. Alors ça, c'est un point très central, et ça, je ne vois pas comment on peut changer ça par la volonté ou par des bons sentiments, etc. Le deuxième point qui est très différent, il me semble que vous faites allusion au fait que dans
dans la classe, qui est une scène, c'est du présent. Et le prof, il est très important. Et là se joue, il n'y a pas seulement un problème de pédagogie, de savoir, etc., mais le choc des personnalités, là aussi, ça ne s'apprend pas. Et là, il y a la question, par exemple, de l'ennui. Il y a la question, et quand on a été élève, on se souvient toute sa vie des bons profs qu'on a eus. Toute sa vie. Et on a oublié les autres. Mais quand on a été élève, bien souvent, on se souvient d'heures d'ennui atroces. Alors, oui, mais on peut s'ennuyer sans insulter les gens, par exemple. Tout à fait. Mais disons que l'histoire de la violence collective change elle aussi. Les seuils de violence changent. C'est pas ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe dans la rue, ce qui passe sur les écrans, ce qui se passe sur les ondes, ce qui se passe, sa façon de s'exprimer, par exemple. Les critères d'élégance changent. Si vous prenez l'histoire, par exemple, épistolaire, vous avez les historiennes ont fait ça, on lit les lettres, par exemple, des classes moyennes. Dans la deuxième partie du 19e siècle, les femmes, on voit une écriture magnifique, pour des classes tout à fait modestes. Entre les deux guerres aussi. Puis là, bon, la question de l'écriture, même avec la plume et tout ça, c'est quelque chose qui tombe en désuétude pour des raisons de technologie, de téléphone, de façon de communiquer, etc., etc. Alors on ne va pas dire, hélas, on a perdu la belle écriture du XVIIIe siècle. Là, il ne faut pas faire de nostalgie. Vous voyez, il y a une dimension de respect. On ne peut pas faire de la nostalgie sur des objets qui ne sont pas, qui sont des mécanismes où il y a aussi des bénéfices secondaires. Il faut réfléchir, bon, la belle autorité, etc. Par contre, il me semble qu'il y a quelque chose de tragique dans le métier de professeur, et je pense que les professeurs devraient de temps en temps, tous les 5 ans, vraiment prendre l'année sabbatique, faire les fous, c'est qu'eux-mêmes sont pris dans une répétition tragique, et eux-mêmes ne maîtrisent plus à quel point. Moi, j'ai entendu un professeur dire « cet enfant met agressivement son foulard contre moi ». Il faisait moins 10, bon. Les professeurs, les élèves qui les dérangent, ça les rend fous, ça les rend fous. Les petites filles sages au premier rang, là, ça va plus quand ils vieillissent. Mais les petits garçons turbulents au fond. Et après, il y a des haines, et après, il y a des conflits, après, il y a son pouvoir, et après, il y a les autres en face. Si vous voulez, chaque cas est différent. De l'extérieur, dans l'article du journal, on dira il y a eu manque de respect. De près, c'était une autre histoire. C'était l'ennui, c'était des maladresses, c'était des faux sens. C'était quelqu'un qui sourit. Un des professeurs que j'avais interrogé lors de mon travail sur l'ennui m'avait dit, une fois, il avait dit à un de ses élèves, le plus turbulent, le plus odieux, etc., « Tiens, tu as changé ça te va bien cette chemise aujourd'hui ?» Rien. L'élève est devenu très bon. Et l'élève après lui a dit « c'est cette phrase-là ». Et donc ça touche la question de l'estime de soi, etc., bien sûr. Mais le déclic qui fait qu'un élève turbulent, non respectueux, le respect, on ne va pas en faire « Ah, le respect, les vraies valeurs de jadis ». Non. Jadis aussi, les enfants dans le village lançaient des cailloux sur le bossu, étaient infernaux avec les marginaux. Ne rêvons pas de jadis sur ce plan-là. Ça, c'est vraiment impossible à soutenir d'un point de vue, justement, de l'histoire réelle, de la réalité. Donc non, la cruauté, le manque de respect, il faut voir les cours d'école, il faut voir les balles, il faut voir la violence, il faut voir la France bien franco-française, y compris entre les deux guerres, etc. Et dans les cours et les professeurs et le village, bon. Mais ce qui se passe maintenant, il me semble, c'est qu'on va traduire par le mot respect des choses qui désignent d'autres choses qu'on devrait décrire pour les changer. Qu'est-ce que c'est que l'agressivité? Qu'est-ce que c'est que la montée? Comment on qualifie l'ennemi? Par exemple, comment on construit l'ennemi? Est-ce qu'on va dire c'est le gros dans la cour d'école? Ça veut dire c'est la fille un peu spéciale, un peu c'est le demeuré, ou quoi? Ou c'est l'autre? Vous voyez, c'est comment on construit l'ennemi. Je trouvais ça plus intéressant que de parler de respect. Cela dit, un bon prof sera respecté. Et ça, comment on apprend à être un bon prof? Madame un prof qui a du contenu. Oui. Oui, je voudrais poursuivre vos propos de deux manières. D'abord, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la question du respect, bon, comme vous dites, il y a des évolutions sociologiques qui expliquent la perte d'estime pour une profession, et à l'intérieur même d'une profession. C'est-à-dire que les enseignants eux-mêmes ont perdu respect pour leur propre métier. Et ça, je pense que c'est un élément important, parce que leur mission a évolué et qu'ils sont souvent confrontés d'une part à deux actions quotidiennes différentes, qui est de transmettre des savoirs, transmettre du contenu, qu'ils considèrent généralement comme leur vrai métier, et puis par ailleurs éduquer, gérer donc toute la question d'acquérir des compétences sociales, le respect des autres, la citoyenneté, mais que souvent ils considèrent comme n'étant pas leur vrai métier. Et plus ils sont obligés de mener cette action-là alors qu'ils l'estiment illégitime,
au regard de leur propre expertise, plus peut-être, mais ça c'est une hypothèse que je fais, ils sont en difficulté d'être respectables aux yeux des jeunes puisqu'ils ne respectent eux-mêmes pas leur propre cette dimension-là de leur métier. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est pour quand même essayer de dessiner quelques ouvertures, quelques solutions. Je pense que l'une des difficultés pour les enseignants aujourd'hui face à cette perte de respect envers eux, c'est qu'ils sont souvent très seuls. Ils sont seuls dans la classe. Et ce que votre témoignage le montre souvent, vous parlez souvent de votre équipe éducative. Et c'est souvent la clé qui est peu utilisée dans le système scolaire français, c'est le travail en équipe. Les travaux sur les questions d'incivilité, pour ne pas dire de violence, parce que bien souvent, on met sous le terme de violence des choses bien moins graves, mais qui sont réellement difficiles au quotidien pour les enseignants. Une des meilleures manières de régler les problèmes d'incivilité à l'école, c'est de constituer une équipe éducative avec les enseignants, le directeur, le proviseur, le CPE, etc., qui vont ensemble définir un projet et qui donc ne sont plus un adulte qui doit être respecté par un groupe d'élèves, mais qui sont un corps d'adultes qui se légitiment les uns les autres et qui ont une force plus grande, une cohérence plus grande, qui disent la même chose, qui disent la même loi aux élèves entre eux et donc se font respecter. Je voudrais juste rajouter une expérience rapide, promis. Le respect. J'ai complètement occulté, mais Dieu sait si c'est facteur de respect et de regard à l'autre. Dans le collège de Montreuil, on avait, à la demande de l'inspecteur d'académie, puis au début, j'avoue que je n'étais pas tellement chaud, mais mon Dieu, dans quoi on se lance, ouvert une UPI. Une UPI, c'est une unité pédagogique d'intégration. Et on avait été amené à scolariser dans cette UPI des enfants, alors ils n'étaient pas mongoliens, mais limite, handicapés mentaux lourds. Ils sont arrivés en 6e, puis après ils ont fait 5e, 4e, 3e. Réellement, le mot 6e, c'était pour leur faire plaisir. Bon. Et ils avaient ces élèves, très peu nombreux, c'était par groupe, c'était 15 maxi. Ils avaient une institut spécialisée, ils avaient un aide éducateur pour eux, et tantôt ils faisaient cours entre eux dans leur salle de classe, et tantôt l'objectif était de les immerger dans des cours lambda, avec des profs lambda. Si vous saviez à quel point la présence de ces élèves a pu, pour les autres élèves, être un apprentissage du respect, et si vous saviez combien pour les profs, ça a été difficile de sauter le pas. Quand on a demandé aux profs de sciences, aux profs d'histoire, aux profs, tu accepterais pour une séquence que tu aurais préparée avec ta collègue de l'UPI d'intégrer ce petit jeune ? Ils ont franchi le pas, de même qu'ils avaient franchi le pas pour accepter les parents d'élèves au fond de leur classe, ce qui n'était pas évident non plus. C'est pas dans la culture prof, ça. Et une fois qu'ils ont accueilli dans leur classe ces élèves handicapés, ça repose toute la question de l'apprentissage. Comment on fait passer son contenu, certes, mais en tenant compte de celui qui est en face de soi. Et qui est différent. Bien sûr, et qui est différent. Et ça, cette mixité apporte toujours une richesse extraordinaire, y compris des retombées pédagogiques pour l'ensemble des élèves. D'accord. La salle, monsieur au fond. Bonjour, je suis étudiant à l'école polytechnique et je fais partie d'une association qui s'appelle Une Grande École, pourquoi pas moi. L'idée, c'est en fait d'apporter aux étudiants de ZEP les possibilités de savoir ce que c'est que les études supérieures, simplement, pas forcément C'est Tremplin, votre association? Non, c'est Une Grande École, pourquoi pas moi, en fait. Tremplin, c'est des cours particuliers, c'est pas pareil. Mais nous, on ne fait pas des cours particuliers, simplement, on propose une ouverture culturelle, scientifique aux étudiants pour leur montrer ce que c'est que les études supérieures, parce que simplement, des fois, ils n'ont tout simplement pas assez d'informations. Et l'idée, c'est que c'est une association qui est gérée par l'État, c'est quelque chose de public. Et ma question, c'est que j'ai l'impression que justement l'école devient un terrain pour les conflits d'intérêts politiques. Et donc avec des cas comme la carte scolaire, les budgets de l'éducation nationale, l'attribution des postes, tous ces problèmes sur l'insécurité, la laïcité. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut accepter justement qu'il y ait une sorte d'ingérence de la politique au sein de la sphère scolaire, au risque que la qualité de l'éducation en pâtisse? Ou est-ce que justement on peut aussi, dans quelle mesure est-ce qu'on peut accepter aussi l'intervention de l'État pour des mesures qui peuvent œuvrer dans le bien de l'éducation, avec justement
le partenariat qui a été fait avec votre lycée, là, monsieur Théodet. Je ne sais pas s'il était intervenu là-dedans, mais... Sciences Po, c'est l'État. Voilà. Normal Sup, c'est l'État. Exactement. Et l'école polytechnique, nous, on travaille avec une association d'anciens élèves de l'école polytechnique qui s'appelle Tremplin. Ce n'est pas des cours particuliers. Donc, ils viennent une fois par semaine pour les premières S et les terminales S. Ils leur proposent des activités en dehors des heures de cours, sur les heures ordinairement de fermeture du lycée, des activités mathématiques. L'objectif étant effectivement de développer leur sens, enfin leur goût du travail, leur goût des maths, et de leur proposer à la fin de la terminale d'avoir l'ambition d'oser aller en classe prépa. Alors, on va répondre maintenant à votre question. Est-ce que quelqu'un veut se lancer d'abord? Est-ce que d'abord l'école, vous la sentez un peu otage de ces conflits politiques, de ces intérêts des uns et des autres? Oui. Je pense qu'en période préélectorale comme ça, moi je serais effarée du contraire. Si l'école n'est pas un débat politique, c'est un petit peu, pour moi, ça serait assez inquiétant. Alors après, évidemment, quand vous évoquez l'ingérence des politiques sur le fonctionnement de l'école, je ne sais pas très bien ce que vous évoquez de cette façon, mais oui, je pense que bien sûr, la carte scolaire ou d'autres thèmes, voilà, l'accès aux grandes écoles à de nouveaux publics pour lesquels c'était très difficile d'y arriver, et bien d'autres thèmes doivent au contraire être discutés politiquement. Comme je l'ai dit tout au début du débat, l'école a de nombreux objectifs à atteindre que notre société lui donne, et qui sont contradictoires les uns envers les autres, et donc tout est question de choix et de gradation sur des micro-mesures, et donc ça doit être débattu, au contraire. Je vais reposer du coup la question à vous, monsieur. Est-ce que ça ne vous paraît pas important, à 7-8 mois de la présidentielle, que les candidats, déclarés ou pas, justement, s'emparent de ce sujet et commencent à nous faire des propositions très claires dans le domaine de l'école? Mon idée, c'est que ce soit un sujet de débat, je trouve ça très bien, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi porter préjudice. Interférer. Voilà, je parle par exemple des histoires d'attribution de postes, des budgets. C'est quelque chose de très marqué politiquement, c'est qui change à chaque gouvernement, c'est toujours très polémique. Et au final, personne n'est gagnant, en tout cas pas les élèves, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord. Pour les sujets comme la sécurité, évidemment, c'est quelque chose qui fait plus ou moins l'unanimité. Et je comprends que c'est quelque chose qui doit être débattu par les politiques. Mais c'est dans l'ingérence au quotidien sur des choses précises. On avait l'exemple du PCF que vous avez cité, qui disait qu'il ne voulait pas de... Pardon. Oui. On vous entend bien, cela dit. Oui, vous m'entendez, avez une bonne voix. Oui. Voilà. Pas seulement à Montreuil, du reste, oui. Oui, voilà. Le PCF avait décidé qu'il n'y aurait pas de ZEP. De ne pas reconnaître les zones d'éducation prioritaire au détriment... Non, le souci, c'était de ne mais... pas stigmatiser les quartiers. Donc, oui, ça partait d'une bonne idée, mais c'était une mauvaise bonne idée en fin de compte, avec un fond politique, puisqu'il y avait la volonté de ne pas stigmatiser des classes défavorisées. Madame Naoum Grab, sur ce sujet. Oui, c'est un sujet vraiment central. Et j'ai l'impression que l'intention de la question était la suivante, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui essayent de faire des tas de choses, comme vous, votre association, etc. Et il y a les débats qui affleurent enfin dans l'espace public au travers, j'aime pas l'adjectif médiatique, mais au travers des grands débats répertoriés dans nos médias quand même, etc., sont des pièges pour vous. Et à la limite, dans votre question, il y avait cette idée que on parle de cela, mais on ne parle pas de ceci, et que ces débats sont instrumentalisés. C'était un peu ça, je crois, qui était l'intention de votre question. Il me semble qu'il est absolument... L'école n'est pas en dehors de la société. C'est l'énorme budget, un des énormes budgets, avec d'autres, bien sûr. Et d'autre part, les enjeux sont complètement pris dans les projets de société que les personnes qui sont en situation d'être élues et de prendre des décisions ils doivent prendre position dessus. C'est-à-dire ça, que l'école soit d'emblée dans le champ du débat citoyen politique au moment des élections, ça me semble... Alors là, on ne peut absolument pas la mettre de côté et la laisser dans un doux silence. Oui, ce serait inquiétant. Pas possible. Par contre, ce que vous voulez dire, et là, moi, je suis tout à fait d'accord, il y a une certaine façon de mener le débat, sans même aller jusqu'à l'exemple du PC dont on savait qu'il instrumentalise beaucoup
dans son bien malgré la valeur des militants, etc. Mais vraiment, la définition, c'était on utilise des énoncés pour les utiliser comme avec des intentions obliques, si vous voulez. Donc, gros problème. Parfois, c'est très bien, parfois, c'est calamiteux. Donc, mais si vous voulez, le politique utilise comme levier de séduction d'un électorat des énoncés dont on sent qu'ils sont sensibles. Et voilà notre piège. Et nous sommes tous là-dedans. Le politique va utiliser la sécurité à l'école à des fins de séduction. Et après, quand les élections vont être passées, ce sera comme si jamais on avait parlé de rien, on ne tiendra pas les promesses, etc. C'est ça dont vous voulez parler. Et il se trouve que l'école, c'est ce champ d'angoisse collectif qui peut servir de levier au discours politique des futurs électeurs pour faire leur séduction instrumentalisée. Et c'est en ce sens, si vous voulez, ce que je fais là, parce que je sauve sa question, si vous voulez, sinon on disait de quoi vous êtes sympa. J'ai sauvé sa question. J'ai un exemple, si vous voulez. Là-dessus, on ne peut que vous... Rapide, oui, c'est parce des que pièges, s'il y a mais encore une comment ou deux faire? questions dans la salle, après on va Si vous voulez un exemple de ce que vous venez de dire, on a ouvert cette année un BTS par alternance pour permettre à des élèves issus de STT, maintenant STG, ou de bac professionnel, d'avoir une poursuite d'études vers un BTS. Et on sait que ce public-là a des problèmes financiers. L'alternance est une bonne solution. Et on l'a ouvert avec 2 entreprises qui viennent de s'implanter sur la ville, Danone, c'est nouveau, et on y a raccroché L'Oréal. Et les élèves qui ont intégré ce BTS sont pour beaucoup d'entre eux des élèves de bac pro qui n'auraient eu aucune chance de poursuivre des études. Ce qui a donné sur un tract retrouvé sur les bureaux de la salle des professeurs et sur un site internet la définition suivante: le lycée vend sa formation au patronat. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Après, on va peut-être... mademoiselle, je ne sais pas si vous avez un micro, on va peut-être vite lui passer. Ah, vous en aviez un. Alors, allez-y, et après, vous allez donner à mademoiselle au 2e rang. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nabila Ramdani, je suis enseignante à Paris 7, à Jussieu donc. Et j'aimerais évoquer le cas des écoles confessionnelles. Je souhaiterais demander aux intervenants s'ils considèrent que le développement des écoles confessionnelles sont un signe d'échec d'une école républicaine saturée, ou bien est-ce qu'elles sont représentatives de la diversité de notre pays? Est-ce que c'est une voie parallèle? Est-ce qu'au-delà de la question, vous avez vous-même une propre analyse que vous voudriez nous donner en quelques mots? Je n'ai pas d'analyse particulière, mais j'ai le sentiment que le terme confessionnel est un peu vidé de son sens, que les parents se dirigent de plus en plus vers ce genre d'établissement pour justement trouver une meilleure qualité de l'enseignement qu'ils ne trouvent plus peut-être dans l'école publique. Madame Chapelle? Oui, sans porter aucun jugement sur l'émergence de ce type de phénomène, je pense qu'en effet, ça illustre bien le besoin et la volonté qu'ont les parents et les élèves de pouvoir choisir à certains moments soit un enseignement qu'ils perçoivent de meilleure qualité éventuellement, soit un environnement social qui leur ressemble plus et qui leur paraît donc moins inquiétant, plus familier. Je pense que c'est important de prendre en compte ce phénomène plutôt que d'être moralisateur. Je pense que Mme Naoum-Grap a rappelé plusieurs fois que nous n'avions pas mission ici à moraliser. Je pense qu'au contraire, il faut prendre en compte ce phénomène comme une demande parentale, sociale, de liberté dans certaines accointances, ou je ne sais pas comment dire, envers un type de telle ou telle confession. Voilà, telle ou telle confession et ce qui va avec. Parce que je pense en effet comme vous que ce n'est pas forcément uniquement pour une raison confessionnelle, mais parfois pour d'autres raisons que l'on peut choisir ce type d'école. Je ne sais pas si c'est un échec. Moi, je ne verrais pas là un échec de l'école républicaine. Vous ne l'entendez pas non plus comme un échec, Monsieur Théodet? Non plus. 2e rang, mademoiselle, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis enseignante en école primaire dans le 94. D'ailleurs, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas un peu plus parlé de l'école primaire. Concernant le respect et l'autorité, on travaille beaucoup en collaboration avec les parents. Sans doute plus qu'au collège et au lycée. On les voit beaucoup plus. On voit une certaine déresponsabilisation des parents. Elle est mineure, bien sûr. Quand on les convoque ou qu'on leur demande un rendez-vous, ils ne sont pas là.
quand les enfants doivent venir le samedi matin et qu'ils ne sont pas là parce que les parents sont trop fatigués pour se lever, on le voit aussi. D'un autre côté, il y a aussi des parents qui vont jusqu'à nous insulter parce qu'on n'a pas appris à leur enfant à s'essuyer pour faire pipi ou tout simplement à mettre leur manteau, alors que ça reste quand même une responsabilité des parents. Et puis, très récemment, on a un parent qui est venu nous dire qu'il allait dégommer tous les professeurs dans l'école. Donc ça aussi, c'est des menaces qui existent dès l'école primaire. Et c'est là où il y a un lien avec le respect. Si déjà les parents ne nous respectent pas, comment voulez-vous que leurs enfants nous respectent? Même si on a du contenu, même si ça se passe très bien dans la classe, il y aura toujours un moment où il y aura une réflexion issue du milieu familial. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on parle de la formation des professeurs, parce que quand on est jeune enseignant, moi j'ai eu une formation mauvaise, et d'ailleurs tous ceux qui sortent de l'UFM, en tout cas la très grosse majorité le disent, on n'est pas du tout préparé à faire face à ce qu'on a dans une classe. Que ce soit le public, que ce soit les apprentissages, l'hétérogénéité est très forte, en tout cas dans les milieux où on est envoyé, dans les villes où on est envoyé dès notre début de carrière. Et là, récemment, vient les nouveaux élèves dits handicapés. Alors, on n'a pas le droit de dire handicapés, mais on n'est pas du tout formé non plus pour ça. Déjà, il y avait les nouvelles disciplines. Moi, j'ai été habilitée en anglais, je ne sais pas pourquoi. Je dois enseigner l'informatique, je dois enseigner la natation. Je ne suis pas du tout bonne en informatique ni en natation, mais c'est comme ça. Et en plus, donc, il y a de nouveaux élèves qui nous posent problème dans des classes parfois surpeuplées où on n'a pas les aides qui vont avec. Donc, il y a ce problème de formation et ce problème de moyens. Oui, et d'inadaptation. Alors, en quelques mots, peut-être, qui veut commencer? Madame Chapelle? C'est vrai que le sujet est vaste, vous avez abordé plusieurs choses, donc peut-être on va les... Alors, je vais répondre sur la deuxième question de la formation des enseignants. Alors, c'est vrai que, vous le savez peut-être, une enquête a en effet montré que 75% des enseignants formés en UFM, des instituteurs, déclarent avoir reçu une mauvaise formation. C'est quand même un chiffre énorme. Donc, il y a de fait une réelle difficulté. Alors, moi, je crois en effet qu'il y a l'institution de formation des enseignants doit absolument prendre en compte qu'elle ne peut plus former uniquement des enseignants qui vont transmettre une discipline, un savoir, un contenu, parce que ce n'est plus la seule mission de l'enseignant. Et que, bien sûr, il faut former l'enseignant à gérer un groupe, à gérer l'hétérogénéité d'un public, à gérer les enjeux affectifs que vivent les enfants à l'école, à gérer éventuellement la relation aux familles, etc. L'agressivité parfois des parents ou de... Oui, alors je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est bien évident lorsqu'on n'est pas formé à affronter ce type de fonctions qu'on les rejette. Dans tout métier, lorsqu'on doit réaliser une tâche à laquelle on n'a pas été préparé et donc dans laquelle on ressent son incompétence, on ne peut que la rejeter. Et donc, ça ne peut que créer une spirale de difficultés de relations entre l'enseignant et les parents, entre l'enseignant et les élèves, et tout ce jeu qui se joue. Je voudrais juste rajouter un mot. Ne voyez pas, chers collègues, de mise en cause, mais dans vos propos, vous avez dit « on convoque les parents ». Ça veut dire que vous êtes en rapport de force avec les parents. Ben oui. Et donc, effectivement, moi je sais que nous, la difficulté, c'est de les faire venir, les parents, bien sûr, et surtout les parents des élèves les plus en difficulté. On sait qu'on a du mal à les faire venir. Donc là, on a décidé cette année qu'on allait faire une compétition sportive au mois de décembre pour non pas les convoquer, mais les inviter à venir voir du sport. Peut-être qu'on mettra un apéritif, un gâteau, n'importe quoi, pour en profiter pour leur redonner pour donner le bulletin au passage et leur lire le bulletin. Parce qu'ils ne savent pas lire, hélas, pour certains d'entre eux. Mais si je me contente de convoquer les parents, oui, il n'y aura pas de résultat. Vous n'avez plus de micro, c'est dommage, on a enlevé le micro à cette jeune femme. Peut-être, oui, non mais j'aimerais bien qu'elle conclue. Il n'y a qu'un seul micro dans la salle? Non. Donc vous lui donnez 2 secondes et puis vous donnez l'autre micro à la dame qui est juste là et puis on va conclure. Mais oui, c'est 8. Non, je voulais juste préciser que sur tout ce que j'ai dit, il y a de nombreux points sur lesquels on pouvait rebondir. Ce petit mot-là, bon, il était mauvais, mais c'est tout. Voilà, c'était peut-être pas sur celui-là que j'aurais préféré que vous rebondissiez. On ne convoque pas, on a un rendez-vous, c'est tout. Hein.
Mais là, il faudrait recommencer une autre heure. Vous nous relancez au début de piste. C'est-à-dire là, on avait l'impression d'avoir un peu avancé. Oui. Et vous, impitoyablement, vous nous C'est vrai relancez que au vous début relancez de l'U10. finalement, c'est vrai, des On débats est qu'on... épouvantés. Mais c'est vous qui avez raison. Il faut tout recommencer. Il faut... Oui, Mais vous c'est avez vrai qu'on vous sent en même faut temps dans un reprendre. état d'esprit, j'imagine, vous êtes un peu découragé, c'est ça votre état d'esprit? Ah non, pas du tout. Non. C'est juste que... Mais attendez, laissez-la juste conclure et vous pourrez prendre la parole après, madame. Non, c'est juste que moi aussi, je suis sur le terrain, que je ne suis en école primaire et qu'il n'y avait pas de représentant de l'école primaire. Donc, je voulais donner mon témoignage là-dessus aussi. Mais on vous a entendu, madame. Merci en tout cas pour votre intervention. Le micro est un petit peu plus loin, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors d'abord, Bonsoir. une petite anecdote. Moi, je suis enseignante en CM2 et depuis 5 ans, j'enseigne les gestes de premier secours à mes élèves. Oui. Et invariablement, les 2 questions qui arrivent très vite sont les suivantes. Si on sauve quelqu'un, est-ce qu'on passe à la télé? Si on sauve quelqu'un, est-ce qu'on gagne de l'argent? Donc, un des premiers problèmes de l'école, à mon avis, c'est de faire, de lutter d'une certaine manière contre un système de valeurs qui n'est pas du tout compatible avec celui de l'école. Et puis, ma question, en réalité, concerne ce que monsieur disait tout à l'heure sur les résultats des évaluations de 6e, de 3e, etc., en français, qui baissent régulièrement. Alors moi, j'enseigne dans une banlieue très privilégiée des Yvelines, et je constate en effet que le niveau de lecture et d'expression de mes élèves baisse régulièrement. Baisse également. Donc alors baisse, ce n'est pas le déchiffrage du code, donc on peut parler des méthodes de lecture, mais à mon avis, c'est prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Mais en revanche, on s'étonne du bagage lexical des enfants qui est de plus en plus réduit, même issus de milieux très favorisés, et d'autre part, de leur incapacité à donner du sens à des phrases même très simples, soit dans des textes narratifs, soit dans des énoncés de problèmes, comme s'ils devenaient en quelque sorte incapables de se faire une image mentale à partir d'une phrase écrite. Et moi, je pense que la lecture, c'est un peu comme un muscle qu'on fait travailler. C'est-à-dire qu'effectivement, les élèves de CP, dans l'école et dans la circonscription dans laquelle je travaille, savent lire. Ils savent déchiffrer du code. Mais après, le muscle qui consiste à s'entraîner à la lecture, lui, n'est pas travaillé. Et ma question, parce que j'ai quand même une question... Est-ce qu'une certaine surexposition à l'image, qu'elle soit télévisuelle, qu'elle soit informatique, et à laquelle d'ailleurs on donne souvent une valeur erronée, est-ce qu'elle n'est pas plus en cause, justement, pour expliquer les problèmes de lecture et d'expression qu'on constate dans les évaluations, plutôt que de simples problèmes de méthode? Alors, je ne suis pas une spécialiste, je vais vous répondre en 2 fois, en 2 parties. Je ne suis pas une spécialiste de l'impact de la télévision sur les enfants, mais le peu que j'ai lu est en effet de plus en plus de suspicions sur un véritable effet d'un nombre d'heures trop important par jour sur la capacité de concentration et d'abstraction des enfants. Mais je réponds très prudemment parce que je ne connais et notre pas... expert en lecture nous a fait défaut ce soir, Monsieur Voilà. Bentolila. Donc, Alors, par contre, sur le muscle de la lecture qu'il faut entraîner, là, moi, je réponds oui de manière très nette. Et juste pour donner une expérience qui a été faite en Angleterre a été instituée de manière extrêmement autoritaire, dirions-nous, en France, aux instituteurs, ce qu'ils ont appelé la literacy hour, excusez mon accent, 1 heure de lecture par jour, dans un déroulé extrêmement précis, extrêmement strict, qui était donné aux enseignants. Tous les jours, ils devaient consacrer 1 heure de la journée à faire de la lecture. Ça a eu des effets extrêmement bénéfiques. Il faut savoir que d'un enseignant à l'autre, en France, mais c'est vrai dans d'autres pays où on laisse à l'enseignant gérer de manière très autonome son travail pédagogique quotidien, on peut avoir des différences allant de 1 à 4 du temps que l'enseignant consacre à la lecture, de 1 à 3 du temps que l'enseignant consacre aux mathématiques. Et évidemment, ce que les chercheurs en psychologie cognitive dans le domaine de la lecture établissent de manière tout à fait flagrante, c'est que ce qui fait un bon lecteur, c'est un lecteur qui a lu beaucoup, qui s'est entraîné beaucoup. Parce que notre cerveau est fait comme ça. Notre cerveau n'est pas un muscle,
l'image n'est pas scientifiquement correcte, mais ce qui est évident, c'est que plus vous entraînez, plus vous automatisez et plus vous permettez à l'individu de sortir de la difficulté du déchiffrage, de toute cette lourdeur de gestion du code et d'entrer dans le sens. Parce que c'est évidemment le but de la lecture, c'est d'entrer dans le sens une fois que le déchiffrage, le décodage est lui automatisé. Mais pour automatiser, malheureusement notre cerveau est comme ça, il faut de la répétition, il faut de l'entraînement. Bien sûr. On va peut-être demander juste un mot de conclusion à nos amis invités. On a dit que l'école ne pouvait pas tout résoudre. Qu'est-ce qu'elle doit résoudre et quels vont être les 2 ou 3 grands chantiers de ces prochaines années, selon vous? Écoutez, c'est terrible d'avoir à résumer des choses que finalement on n'a pas. On a résumé une absence d'axe en réalité que bien, les choses sont en chantier, c'est un chantier. Bien sûr, il y a la reconversion. Au gros, elle doit à chaque fois se redevenir contemporaine de la société dans laquelle elle fonctionne. C'est-à-dire contemporaine au plan de la communication. Je voudrais juste dire une toute petite chose. Les ethnologues, les anthropologues qui souvent ont affaire à des sociétés sans écriture et sans lecture, du culturel, n'ont jamais pensé que ce sont des sociétés qui sont de crétins. Enfin, je vous dis ça, juste, vous êtes tous profs et vous adorez l'écriture, la lecture. Je vous le dis, c'est une petite parenthèse. Depuis 200 000 ans que les chasseurs-cueilleurs parcourent la planète, l'écriture et la lecture, c'est formidable, mais c'est pas non plus la... Bon, j'arrête. Passons. Alors, non, l'intelligence n'est pas la culture, et le psychisme n'est pas l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas la culture. Sinon, on a tout faux. Je ferme cette chose-là. Disons que, par contre, la mission de l'école, je vais me résumer moi-même, réajuster au réel tel que les sciences contemporaines, pour le moment artisanalement, on respecte la complexité, etc., les choses hypothétiques, nous le restituent. Être d'accord là-dessus. Moi, je trouve que c'est fondamental pour l'espace de la citoyenneté, de la communication, et comment dire, d'éloigner les délires, de renvoyer les délires à quelque chose de pas crédible, les rumeurs délirantes, les choses dingos, pas les faire rentrer dans le politique. Dans le politique, quand même du sérieux, ça c'est l'école. Et deuxièmement, peut-être, alors on l'a dit, inventer, mais comment faire cette façon, faire rentrer dans l'école la question de la communication et tout ce que vous avez appelé, donc la qualité de la communication entre les personnes, toutes les personnes enseignantes, toutes, y compris le personnel de l'école qui balaye, qui nettoie les toilettes, etc. Toutes, voilà. Et ça, comment... Bon, ça, le champ est ouvert. Madame Chapelle a déjà son micro. Donc, qu'est-ce que l'école va devoir résoudre d'abord et en priorité maintenant? Elle a beaucoup de choses à résoudre, mais je pense qu'une des missions, à mon avis, qu'elle ne pourra pas contourner, c'est de permettre à la plus grande masse possible de ceux qui la fréquentent de s'y sentir relativement bien et d'en retirer un bénéfice. Il est très heureux que l'on se soucie de former des élites. Je pense que l'école aujourd'hui doit absolument se confronter à cette mission qui lui est imposée par la demande sociale de former l'ensemble de la population et de donner un minimum, pour ne pas utiliser un autre terme, un socle commun de connaissances. Et c'est un véritable défi. Monsieur Théodet. J'ai envie de dire que ce que l'école doit résoudre, je n'en sais rien et qu'à la limite, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est ce que mon lycée doit résoudre, ce que mon collège doit résoudre. Je crois que les solutions, elles ne sont pas nationales, elles sont locales. Alors, à votre échelle locale, qu'est-ce qu'elle doit d'abord résoudre ? À mon échelle locale, j'ai toute une série de projets pour mon lycée pour mieux prendre en compte la totalité du public qui le compose. Et entre autres, je me pose des questions sur la pertinence de certaines des voies de formation qui existent. Faut-il que je maintienne dans mon lycée, sur la partie professionnelle du lycée, des sections de secrétariat et de comptable, alors qu'on sait très bien que, sauf à réussir à emmener tous les élèves jusqu'à Bac+, ils ne seront jamais comptables ni secrétaires. Quelle réflexion faut-il que je fasse à l'interne pour trouver des formations pertinentes, plus adaptées à la fois aux élèves, mais aux besoins économiques, pour que mes élèves aient du boulot à la sortie. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci.